La nouvelle du soir nous reconduit au Kabukicho pour un petit ajout, une petite mise à jour, sur l'affaire Laforêt, donc ce ressortissant français qui a tué un homme de 67 ans le 29 septembre dans la nuit à 1h30 du matin. Certains d'entre vous me l'ont fait poliment remarquer, je rigole. Effectivement, à l'époque, nous avions des informations qui ne sont plus à jour, donc je voulais faire cette petite mise à jour ce soir. Vous reparler un petit peu de ce que l'on sait maintenant et de ce que j'ai pu entendre sur les différentes radios, sur Zero News et aussi sur la web radio de NSK que j'écoute quotidiennement, et aussi sur les témoignages de certaines personnes, notamment des officiers de police, des enquêteurs, mais aussi des commerçants qui ont assisté à la scène, comme pour que les choses soient plus claires. Je vous rappelle les faits, l'incident s'est produit vers 1h30 du matin, le 29, dans la nuit du 29 au 30, dans une rue du Kabukicho, juste en face de, je vais pas le dire, juste en face d'un restaurant, pardon. C'était pendant les vacances, c'était pendant le week-end, donc il y avait pas mal de monde. Et ce soir-là, Monsieur Laforêt, qui était coutumé du fait, s'était rapproché dans un état d'ébriété avancé d'une jeune femme qui sortait d'un restaurant et qui se promenait à côté d'un homme de 67 ans dont on ne connaît pas la nature des relations. Visiblement, ils ne se connaissaient pas avant cette soirée, ils ont fait connaissance pendant le repas. Et Monsieur Laforêt a abordé de façon plutôt cavalière la jeune femme en question en lui demandant de faire des choses avec lui, chose qu'elle a refusée une fois, deux fois. Puis le monsieur est intervenu en lui demandant de laisser cette jeune femme tranquille. Alors il ne lui a pas donné de coup de poing comme ça avait été dit au début, il a tapé au visage avec les deux paumes de la main, ce qui a eu pour effet de faire valdinguer le monsieur de 67 ans vers l'arrière, qui est tombé contre soit un pylône en fer, soit une petite bombée de trottoir, on ne sait pas encore, et qui lui a causé un hématome sous-dural aigu qui a été transporté à l'hôpital et qui y est décédé. Voilà. Juste après cela, je vous raconterai un peu plus tard comment ça s'est passé. La brigade en charge des étrangers, parce que oui, il y a à Shinjuku une brigade de police qui est dévolue aux affaires qui impliquent des étrangers, s'est rendue là-bas en urgence après l'appel de personnes qui avaient interpellé le fuyard, puisque Laforêt est parti après. Et a interpellé l'individu. Voilà. Un chroniqueur judiciaire de Zero News déclare: le commissariat de police de Shinjuku, le département consacré aux étrangers, a arrêté Laforêt parce que on venait de le soupçonner, il était soupçonné, enfin bon, on est obligé de dire ça, d'avoir causé des lésions corporelles. Maintenant que l'homme est décédé, nous modifions les soupçons causant les lésions corporelles. Enquêtant en revanche, Laforêt a nié les accusations, affirmant qu'il ne se souvenait de rien et que la mort ne lui était sûrement pas imputable, qu'il ne se rappelait pas de cette altercation. Ce n'est pas un touriste, on a aussi eu des preuves, des précisions par rapport à ça. Oui, lâchez-vous dans les commentaires avec les je lis et je traduis au fur et à mesure. Le 10 octobre, pour revenir sur le sujet, le procureur a déclaré avoir requalifié les faits en homicide involontaire, et les attouchements légers du suspect sur la jeune femme n'ont pas été qualifiés d'agression S. Il est placé en détention provisoire et il risque maintenant 10 ans de réclusion en l'état actuel de l'affaire. Voilà. On était sur 30 ans la dernière fois parce qu'on pensait qu'il y avait une préméditation, qu'il y avait des actes. Là, d'après ce que j'ai lu, et on va revenir dessus, il risque 10 ans de réclusion. Voilà. J'ai entendu ensuite sur la radio un rabatteur du Kabukicho. Donc les rabatteurs sont ces jeunes gens qui viennent vous proposer des réductions pour aller dans les boîtes pour lesquelles ils travaillent. Un rabatteur du Kabukicho qui a été témoin de la scène, qui a assisté à la scène, a déclaré à la radio: j'étais juste à côté de la scène. J'ai vu cette fille qui sortait d'un restaurant et qui
qui sortait du restaurant et qui marchait avec la victime. Lorsqu'un Français que j'avais déjà vu ivre dans un autre bar s'est approché d'elle. Il lui a dit des choses très fortes comme je suis un super amant, un super coup, tu vas voir, et allez viens on BAISE. Le suspect semblait être passablement ivre et tenait à peine debout, et la jeune fille a eu l'air plutôt dégoûtée et a dit des mots qui dénote du dégoût. Lorsque la victime a tenté de l'arrêter en lui disant « arrêtez ça, arrêtez-vous » et a essayé de le repousser, le Français s'est mis en colère et a poussé l'homme aussi fort qu'il le pouvait du plat des mains dans le visage. L'homme est tombé et sa tête a frappé par terre, le son a résonné, c'est quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Voyant ça, le Français a paniqué, compris ce qu'il a fait et est parti en courant. Ce sont les rabatteurs, les jeunes gens qui travaillent dans la rue pour attirer le client, qui ont assisté à la scène, qui l'ont poursuivi et qui l'ont dit de s'arrêter. On a couru environ 80 mètres et puis en arrivant devant un magasin de Tampola, on a réussi à le faire tomber, à le maîtriser. Puis une demi-douzaine, 7 exactement, Nigérians qui habitent le quartier, qui font la police dans les rues où ils ont établi leur commerce, se sont joints à eux et l'ont encerclé et maîtrisé. La fille qui travaille avec moi, qui était à mes côtés, a appelé la police et une ambulance, des voitures de police, et les ambulances sont arrêtées au bord de la Seine, etc. Bon, après, il livre son témoignage, donc on a vraiment un témoignage de premier abord. On apprend que Laforêt vivait seul dans un LDK, c'est un appartement, c'est un T1, au 2e étage d'un immeuble de 4 étages dans le quartier de Nakano, et qu'il payait environ 150 000 yens de loyer, ce qui est normal pour ce type d'appartement. Sur la même radio, web radio de NHK, j'ai entendu une interview du propriétaire de l'appartement qui explique qu'il a reçu un message du commissariat de Shinjuku le lendemain du meurtre qui lui demandait de se présenter au commissariat. Il a expliqué qu'il lui faisait appel à un agent immobilier, donc il n'avait pas de contact avec ses locataires, mais que l'homme était là depuis 2 ans, presque 2 ans. Il pensait qu'il vivait seul et qu'il travaillait dans un endroit correct, parce qu'il a un processus de sélection des locataires très strict. Il avait eu vent que le locataire, donc Laforêt, avait des problèmes avec l'alcool et faisait du tapage, mais il n'a jamais entendu parler de problèmes d'arriérés de loyer, ou de problèmes graves avec les voisins qui auraient pu nécessiter l'intervention de la police. Voilà, donc c'est pour ça que on en sait un petit peu plus sur l'individu. Il faut savoir qu'en ce moment, le poste de police de Shinjuku, surtout le département pour les étrangers, est en état d'alerte parce que Halloween arrive et il y a énormément les problèmes avec les étrangers augmentent de façon exponentielle, explose en raison de l'explosion du tourisme et des nouveaux résidents étrangers. Le nombre de touristes étrangers dans la région de Shinjuku, en particulier au Kabukicho, augmente, explose même, ainsi que le nombre de problèmes causés par l'alcool. Voilà. Ensuite, j'ai entendu le témoignage. Je vais tout vous livrer ce soir, comme ça on aura une petite idée un peu plus claire et vous verrez qu'on a à peu près tout ce qu'on peut savoir sur l'affaire. Un agent du service des infractions des étrangers a déclaré sur Zero News, donc c'est un agent en uniforme. Je n'étais pas de service le jour de l'incident, donc je n'en ai pas été témoin, mais je connais les problèmes impliquant les étrangers par ici. Des choses comme se saouler, entrer dans une salle privée de restaurant sans autorisation, faire du foin et aller chercher des filles pour les draguer sont monnaie courante et quotidienne. Cet incident semble également avoir commencé par une drague lourde, c'est malheureusement souvent le cas. Voilà. Donc on est encore sur un incident qui n'est pas un incident isolé. Le fait qu'un homme meure, oui, c'est courant, c'est rare, mais pas l'incident. Ensuite, sur une autre web radio, on entend une femme d'une 30aine d'années qui travaillait juste à côté dans un combini et qui a assisté à la fin de la scène, c'est-à-dire à l'arrivée de la police et des ambulances.
Et elle témoigne elle aussi sur ses problèmes au quotidien en tant que vendeuse dans un dépanneur, dans un convenience store. Le nombre de touristes étrangers a considérablement augmenté depuis la chute du yen. Ces dernières années, Golden Gate est devenu peuplé d'étrangers dans un quartier du Kabukicho. Si c'est une bénédiction pour le commerce, c'est aussi souvent une source d'inquiétude. Les étrangers dépensent beaucoup d'argent et donnent des gros pourboires. Il existe de grosses différences entre les prix dans leur pays et au Japon qui sont moins bons. Les Européens et les Américains semblent considérer Golden Gate comme un endroit où l'on peut boire à moindre coût et tant mieux pour nous. Mais parfois, surtout avec les Européens, ils sont tellement ivres qu'ils ne veulent plus payer et partent en courant. J'en ai moi-même pourchassé autour de Kabukicho. C'est cette jeune femme qui témoigne donc de son travail. Elle expliquait que elle vendait principalement de l'alcool dans son combini la nuit et que souvent il y avait ce genre de problème. Et enfin le dernier témoignage que j'ai entendu là aussi dans l'édition de nuit de Zero News, c'est un employé de restaurant d'une vingtaine d'années qui travaille dans un petit resto ouvert 24 heures sur 24 au Golden Gate et qui déclare à la radio, voilà, comme ça on aura fait le tour à peu près des témoignages et qui nous permettra de cerner un peu plus les circonstances et surtout le background de ce dramatique incident. Depuis 3 ou 4 ans, nous avons surtout des clients étrangers, américains, mais beaucoup d'Européens aussi. Ils sont gentils, bien que très bruyants, dépensent beaucoup, surtout en alcool, mais ont pour la plupart un gros problème avec les femmes japonaises qu'ils semblent ne pas respecter. C'est courant de devoir intervenir pour empêcher des agressions S. Le directeur de mon établissement a d'ailleurs embauché un agent de sécurité qui ne s'occupe que de ça. Voilà. Pourquoi je voulais vous parler de tous ces témoignages, de toutes ces choses qu'on a pu entendre cette dernière semaine sur les médias japonais, parce que ça remet en contexte un petit peu le type d'agression dont cet homme est mort et dont cette jeune femme a été victime. C'est monnaie courante depuis quelque temps. J'ai moi-même des témoignages en ce sens, notamment de mon ex-femme qui travaille toujours là-bas, qui a toujours son établissement de nuit, qui a changé, mais qui est toujours un peu le même. Je ne suis pas si surpris que ça, mais je suis quand même assez surpris de savoir que maintenant, il y a des agressions quasi quotidiennement dans ce quartier-là, et j'attends de voir le compte rendu officiel. Il va y avoir une conférence de presse normalement la semaine prochaine. Je ne manquerai pas de vous en tenir informé. De toute façon, cette affaire m'intéresse, divers points de vue. Affaire à suivre. La nouvelle suivante nous emmène dans le quartier de Higashimurayama à Tokyo, où 3 corps en décomposition ont été retrouvés dans la nuit de lundi à mardi dans une petite maison de Tokyo que vous voyez à l'image juste au-dessus ici. Dans ce qui pourrait sûrement, selon la police, une fois de plus, être un meurtre S. Ça pour la rediffusion sur YouTube. La police a déclaré que les corps sont ceux d'une femme octogénaire et de ses 2 fils, un de 61 et l'autre de 58 ans, qui vivaient avec elle. C'est un employé du bureau municipal d'aide sociale qui a appelé la police dans l'après-midi parce qu'il n'avait eu aucun contact avec cette femme depuis un certain temps. Elle bénéficiait d'une aide sociale qui l'aidait à manger, elle et ses 2 enfants, ses 2 enfants, qui ne travaillaient pas, qui n'avaient pas de revenus non plus, ou alors des revenus très, très réduits. Il était sans nouvelles d'elle depuis quelques jours, depuis même une quinzaine de jours, pardon. Il était allé à la maison à plusieurs reprises pour sonner et pour frapper.
à la porte et personne ne répondait. Voilà. La dernière fois qu'il y est allé, c'est-à-dire le jour où on a découvert les corps, il a déclaré en passant sur une petite fenêtre entrouverte qui donnait sur la cuisine qu'une odeur nauséabonde provenait de la maison. Il a donc appelé la police, qui est arrivée sur les lieux assez rapidement, et la maison était fermée à clé, aucun signe d'effraction, et une fois rentré, il n'y avait absolument aucun signe de cambriolage, de saccage ou quoi que ce soit. Ils ont retrouvé le fils aîné endu avec une corde dans le placard du deuxième étage. Celui de la mère et du plus jeune frère était au rez-de-chaussée dans la salle, dans la pièce de vie, avec des traces de strangulation, décédés également. Ils étaient dans un état et en condition plus avancée que celui du monsieur. On a depuis quelques indications sur ce qui a pu les pousser à de telles extrémités. Comme je vous ai dit, c'est une famille, une mère âgée et ses 2 fils qui vivaient avec les minima sociaux, avec plus de salaire, une toute petite pension de retraite, qui visiblement avaient des problèmes de santé et n'arrivaient pas à payer les frais médicaux, et qui a donc décidé, comme c'est très souvent le cas dans le petit Satsujin, dans des cas dont je vous parle très très souvent, d'en finir, et ce qu'on appelle maintenant un meurtre S, c'est-à-dire que là en l'occurrence c'est certainement le fils aîné qui s'est occupé de sa mère et de son frère avant de mettre fin à ses jours. Que dire si ce n'est que voilà, c'est une fois de plus, je pourrais vous en donner 3 ou 4 comme ça par semaine. Ça et d'autres choses encore. Il y aura pas plus d'enquêtes, bien sûr. La maison sera vendue. J'entendais à la web radio la commentatrice qui parlait de cette affaire et qui disait que la maison, bien sûr, allait être mise en vente et que l'argent servirait à payer les frais médicaux et les dettes de la famille, ce qui est assez ironique. Voilà, affaire classée. La nouvelle suivante nous emmène à Sapporo, sur l'île de Hokkaido, où la police a arrêté un collégien de 15 ans à peine, soupçonné d'avoir tué sa mère de 40 ans à leur domicile dans la soirée de lundi. Voilà. Selon les enquêteurs, c'est le jeune garçon lui-même qui aurait appelé le 110, donc le numéro d'urgence, dans la journée de lundi, et qui a déclaré avoir tué sa mère. Sans donner plus d'explications. Effectivement, la police est arrivée dans leur appartement, situé dans le quartier de Shiroishi, donc qui n'est pas un quartier formidable non plus, et a trouvé la mère inconsciente, ne respirant plus, avec des traces de strangulation et un câble électrique. Elle a été amenée à l'hôpital, mais elle était déjà décédée, bien entendu. Le jeune garçon a déclaré qu'il avait fait cela, d'après ce que les enquêteurs ont bien voulu dire pour l'instant, sachant qu'il est mineur, donc on ne connaît pas son nom, on ne saura certainement pas les motifs, mais il a eu le temps quand même de déclarer, ça a pu être entendu, qu'il avait étranglé sa mère parce qu'il ne supportait plus les privations et les brimades. Voilà. Ils vivaient tous les deux seuls, c'était une jeune mère célibataire. Le père est inconnu, en tout cas il n'a pas pu être joint par les services de police. D'après les premiers témoignages, il semblerait que la mère était pourtant assez attentive envers son enfant, et lui achetait, lui faisait souvent des cadeaux, des sorties, il ne montrait pas misère à lui acheter visiblement pas mal de choses, puisqu'au domicile on a retrouvé non seulement des consoles de jeux récentes, des jouets, des figurines, des choses comme ça, un téléphone de prix, mais les quelques témoins que la police a pu joindre expliquaient qu'il était très exigeant, voire un peu violent avec sa mère quand il n'avait pas ce qu'il voulait. Donc une enquête est ouverte, bien entendu, il a été placé dans un centre de détention pour mineurs en attendant son procès qui arrivera sans tarder.
Il est confié en ce moment, il est entre les mains expertes, justement d'experts psy qui vont déterminer s'il était en pleine possession de ses moyens au moment de la commission des faits. Nous en saurons plus. Si jamais il est effectivement reconnu responsable, il risque de finir sa minorité dans un centre de détention, sachant qu'il a de fortes chances d'être relâché à 18 ou à 20 ans. Affaire à suivre. La dernière nouvelle du soir nous conduit à Osaka, où un homme vient d'être arrêté pour le meurtre d'une jeune fille de 17 ans dans un hôtel, et vous allez voir que l'affaire est assez sordide. La police d'Osaka a arrêté un sans domicile fixe, sans emploi de 30 ans, soupçonné d'avoir tué une jeune fille de 17 ans dans un hôtel il y a quelques jours de cela. Selon la police, M. Fukui Shunsuke, donc SDF et sans travail, a admis avoir étranglé la jeune fille le 28 septembre entre 17h20 et 18h40. Voilà. Fukui a été arrêté après avoir été localisé dans un manga café, donc dans un comment on appelle ça en France, un cybercafé, enfin non, parce qu'il y a des mangas en plus à Yokohama, dans la nuit de mercredi à jeudi, c'est-à-dire hier soir. La police a déclaré que les deux personnes s'étaient rencontrées via un site, un SNS, un social network, un réseau social, autour de différentes passions, manga, animation, etc. Et qu'il se serait fait passer pour quelqu'un qu'il n'était pas. Parce que c'est étonnant, non, c'est même à chaque fois la chose. Ils avaient décidé de se rencontrer en personne pour la première fois le jour de l'incident. La police a déclaré que la jeune fille, qui vivait avec ses parents dans le quartier de Ikono, a été identifiée grâce à son smartphone. Elle s'est enregistrée à l'hôtel de Tambori avec Fukui, tous les deux. Alors pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il devait aller y faire. Visiblement, il devait... C'est pas un love hotel, c'est un hôtel, un business hotel, donc ils devaient aller y regarder des films ou y faire des activités ensemble, mais en tout cas rien de S n'a été notifié dans leurs échanges. Et en fin d'après-midi, en début de soirée. Voilà. Sur les images de caméras de surveillance, on ne voit pas Fukui qui quitte l'hôtel. Mais il a expliqué à la police que après avoir fait ce qu'il avait fait, il avait quitté la chambre de l'hôtel par la fenêtre du 2e étage, sachant qu'il n'a pas un physique facile et pas très athlétique. Ça semble assez bizarre. Enfin, en tout cas, il y a en ce moment une enquête supplémentaire sur ce point qui semble assez obscur. Lorsque l'employé de l'hôtel est rentré dans la chambre plus tard pour la refaire et la relouer, il a trouvé la jeune fille allongée sur le lit sans blessure, avec ses vêtements déchirés partiellement et le bas de ses vêtements absent. Son smartphone et d'autres objets personnels étaient encore présents. Par contre, son portefeuille avait disparu. Voilà. Est-ce que c'était pour ne pas l'identifier ou parce qu'elle avait de l'argent à l'intérieur? On ne sait pas. Bien entendu, le premier compte rendu du médecin légiste explique qu'elle a été victime de viol. Avec violence, puisqu'on a retrouvé des abrasions un peu partout, et de violences aggravées qui ont causé la mort, étranglement et coups violents. Mais je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites de cette affaire, puisque il est en train de passer à table. Il semblerait qu'il ait quelques problèmes de gestion de la colère, pour ne pas dire plus. C'est ce qui ressort des premières déclarations que j'ai pu entendre sur les chaînes d'infos en continu. Je vous tiendrai au courant des suites de cette affaire qui, je pense, va nous en apprendre beaucoup plus dans les jours qui viennent. Affaire à suivre.